Bienvenue dans cette formation condensée d'1 heure pour apprendre à faire des bots Discord en Python. Dans seulement 1 heure, vous serez capable de faire un bot complet pour Discord, de sa création sur le site de Discord à son développement en Python, jusqu'à sa mise en ligne sur un service d'hébergement gratuit. On va voir ensemble quels sont les différents moyens de coder des commandes, d'écouter des événements, et on verra aussi des concepts plus avancés pour faire des bots Discord comme des pros. Pour pouvoir suivre ce tutoriel, vous devez juste connaître les concepts de base en Python, et si vous ne connaissez pas encore ces concepts, j'ai une autre vidéo d'1 heure pour apprendre Python qui est disponible gratuitement sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je couvre tous les concepts pour pouvoir suivre cette vidéo-ci sans problème. Je vous mets le lien en description. Et donc maintenant que ça c'est dit, commençons sans perdre de temps à apprendre comment faire un bot Discord avec Python. Avant de pouvoir passer au développement d'un bot Discord, la première chose à faire, c'est le déclarer sur le site de Discord, sur ce qu'on appelle le Discord Developer Portal. Donc pour accéder au Discord Developer Portal, vous pouvez vous rendre directement sur discord.com/developers, mais vous pouvez aussi accéder au Discord Developer Portal depuis le site de Discord, discord.com, et puis en vous rendant tout en bas de la page dans le footer, vous trouverez un lien vers développeur. Une fois sur cette page, cliquez sur commencer et puis sur application dans le menu en haut à gauche de la page. Cliquez sur le bouton pour créer une nouvelle application et donnez-lui un nom. Moi, je vais l'appeler Tutorial Bot. Cochez ensuite la case pour accepter les conditions d'utilisation et puis cliquez sur le bouton pour créer votre application. Vous arriverez sur le tableau de bord de votre application, mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est de faire un certain type d'application qui est un bot. Et pour faire ça, on doit commencer par installer le bot sur un serveur sur lequel vous avez les droits d'administrateur. Donc rendez-vous dans la partie installation dans le menu de gauche, et là vous verrez qu'il y a deux types d'installation. Une installation pour les comptes utilisateurs, et une installation pour les guildes, guild étant le nom que Discord donne au serveur. Nous on va utiliser le bot sur des serveurs, donc vous pouvez vous rendre directement tout en bas de la page, dans les paramètres d'installation par défaut, et puis dans la sous-section Guild Install. Là dans Scopes, vous pouvez cliquer sur le champ et ajouter bot. Ça va nous permettre de dire à Discord d'installer l'application comme étant un bot. Et puis on va devoir choisir des permissions. Donc si vous savez déjà exactement ce que vous allez faire avec votre bot, vous pouvez choisir juste les permissions dont vous avez besoin et aucune autre. Mais moi, je vais choisir les permissions d'administrateur. Ensuite, sauvegarder les changements, et puis vous pouvez remonter sur la page pour trouver un lien d'installation. Ce lien d'installation, c'est ce qui va nous permettre d'inviter le bot sur le serveur sur lequel on est administrateur. Donc copiez-le, et puis ouvrez un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre, et collez le lien dedans. Vous arriverez sur une page qui vous propose d'essayer le bot ou de l'ajouter à votre serveur. Nous, ce qu'on veut, c'est l'ajouter à notre serveur, donc choisissez l'option ajouter au serveur. Choisissez ensuite le serveur sur lequel vous voulez l'installer et sur lequel vous êtes administrateur, et puis cliquez sur continuer. Assurez-vous que le bot a bien les permissions d'administrateur ou celles que vous avez définies, et cliquez sur autoriser. Là, vous arrivez sur un écran qui vous dit que tout s'est bien passé et qui vous propose d'aller sur votre serveur Discord. Donc rendez-vous sur votre serveur, et là, vous verrez le bot apparaître dans la liste des membres. Mais comme vous pouvez le voir, il est hors ligne, et pour le passer en ligne, on va devoir faire tourner du code en permanence. Et avant de continuer et passer au développement du bot, on doit encore une fois retourner sur le Discord Developer Portal. Là, dans le menu de gauche, allez dans Bot. Ce qui nous intéresse vraiment sur cette page, c'est deux choses. La première, c'est d'activer un autre type de permission qu'on appelle les intents. Les intents, ça va permettre de définir les événements que notre bot est capable d'écouter sur notre serveur. Donc descendez sur cette page jusqu'à trouver Privilege Gateway Intents. Et là, vous pouvez voir qu'on a trois types d'intents. On a l'intent de présence, pour que le bot puisse voir le statut des membres du serveur, s'ils sont en ligne, hors ligne, en train de jouer un jeu, etc. On a aussi l'intent des membres du serveur, pour que le bot puisse voir quand un membre rejoint le serveur ou le quitte. Et puis on a l'intent du contenu des messages, pour que le bot puisse lire et interagir avec le contenu des messages qui sont écrits sur le serveur. Donc si vous voulez suivre ce tutoriel comme moi, je vous invite à cliquer pour activer les trois intents. Ensuite, sauvegarder les changements. Et puis, dernière chose qu'on va faire sur le Discord Developer Portal, c'est de récupérer un token. Donc un token, c'est une clé privée qui va nous permettre de faire le lien entre le code qu'on écrit et puis le bot qu'on vient de déclarer sur ce site. Donc pour ça, remontez et faites reset token, et là une longue chaîne de caractères s'affiche, c'est votre token. Donc copiez le token en appuyant sur le bouton, et maintenant que le token est dans votre presse-papier, vous avez tout pour passer au développement de votre bot.
Maintenant qu'on a configuré le bot sur le Discord Developer Portal, on va pouvoir passer à son développement. Pour coder le bot, lancez votre éditeur de code préféré. Pour ce tutoriel, je vais utiliser Visual Studio Code, mais vous pouvez choisir l'IDE ou l'éditeur de code que vous voulez. Une fois que vous avez lancé votre éditeur de code, je vous invite à créer un dossier. Donc je vais me rendre sur mon bureau et créer un nouveau dossier tutoriel bot Discord. Et une fois que j'ai mon dossier, je vais le glisser-déposer dans Visual Studio Code. Maintenant, vous pouvez créer un fichier Python depuis votre éditeur de code. Appelez-le comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler client.py. Dedans, créez une variable token et assignez-lui la valeur du token que vous avez dans votre presse-papier, entre guillemets. Si vous avez déjà perdu votre token, vous pouvez toujours vous rendre sur le Discord Developer Portal et le récupérer en le copiant s'il se trouve toujours là, ou bien en régénérant un nouveau, en faisant reset token et puis en le copiant. Maintenant que vous avez collé votre token dans votre fichier Python, faites attention à ne pas publier ce code, sinon on pourra vous voler votre token. Plus tard, quand on verra ensemble comment passer le bot en production, on mettra nos fichiers en ligne et à ce moment-là, on utilisera une variable d'environnement pour garder notre token privé sur notre machine et sur la plateforme sur laquelle on héberge notre bot. Mais pour le moment, on va donc mettre le token en dur dans une variable pour simplifier la mise en place du bot. Une fois que vous avez bien votre fichier Python avec cette variable token, qui contient le token que vous avez récupéré sur le Discord Developer Portal, on va installer un module Python qui va nous permettre d'interagir avec l'API de Discord. Donc pour nous simplifier la vie, il y a des développeurs qui ont créé un module Python qui nous permet d'interagir avec Discord directement, et celui que tout le monde utilise, c'est discord.py. On va l'installer ensemble, mais juste avant ça, je vous invite à créer un environnement virtuel. Un environnement virtuel en Python, ça va nous permettre de mieux gérer le conflit entre les différentes versions des modules qu'on installe. Et puis si on voulait supprimer tout un projet, on pourrait simplement supprimer le dossier dans lequel l'environnement virtuel est contenu, et ça nous permet de tout supprimer d'un coup sans laisser de traces sur notre machine. Et puis dans notre cas, ça va aussi nous faciliter la vie au moment de passer le bot en production. On pourra simplement recréer cet environnement virtuel sur le serveur ou le service qu'on utilise à ce moment-là. Donc pour créer un environnement virtuel en Python, il faut ouvrir un terminal. Dans la plupart des éditeurs de code modernes, vous trouverez un terminal directement intégré dedans. Par exemple, sur Visual Studio Code, si vous cliquez sur ce bouton en haut à droite, vous aurez un encart en bas de VS Code qui s'affiche, et dedans, vous avez un terminal. Vous pouvez aussi ouvrir cet encart directement avec CTRL-J si vous êtes sur Windows ou Linux, ou Command-J si vous êtes sur Mac. Ou bien vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL accent grave pour arriver directement dans le terminal sur Visual Studio Code. Si vous êtes sur un autre éditeur de code qui ne possède pas de terminal, vous pouvez toujours utiliser le terminal de votre système d'exploitation. Sur Windows, rendez-vous dans le dossier qui contient le fichier Python qu'on vient de créer, et dans le dossier, faites clic droit, et puis ouvrir PowerShell ici. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez aussi ouvrir un terminal directement depuis ce dossier en vous rendant dedans et puis en bas de la fenêtre, faites clic droit sur votre dossier et puis ouvrir dans le terminal. Une fois dans le terminal, tapez la commande Python, espace -m, espace venv, espace suivi du nom de votre environnement virtuel. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez et moi je vais créer un dossier caché qui s'appellera .venv. Maintenant pour activer cet environnement, sur Windows vous pouvez faire / le nom de votre environnement virtuel / scripts / activate, ou sur Mac et Linux, source espace le nom de votre environnement virtuel, moi c'est .venv /bin /activate. Maintenant vous devriez bien être dans l'environnement virtuel, ce que vous pouvez vérifier avec la commande pip espace -- version, et là dans le chemin qui s'affiche, vous devriez le trouver le nom de votre dossier qui contient votre environnement virtuel. Maintenant, on va pouvoir installer discord.py en faisant pip install discord.py, et là, le module devrait s'installer en quelques secondes. Vous pouvez ensuite retourner dans votre fichier Python dans lequel vous avez votre token, et puis importer discord.py avec import discord. Ensuite, on va créer le client. Le client, c'est ce qui va interagir avec Discord. Pour ça, déclarer une variable client et assigner lui la valeur discord.client avec un C majuscule, comme on est en train de créer une instance de classe. Et puis, des parenthèses dans lesquelles on va passer les intents pour définir comment le bot va interagir avec Discord. Si, comme moi, vous avez activé les 3 intents dans le Discord Developer Portal, alors vous pouvez passer directement la valeur entre parenthèses intents égale discord.intents avec un I majuscule, .all et des parenthèses. Sinon, si vous avez activé que certains intents, vous pouvez créer une autre variable qui s'appelle intents égale discord.intents.default et puis activer individuellement les intents dont vous avez besoin. Par exemple, pour l'intent de présence, c'est intents.présence que vous devez mettre à true.
Pour les membres, c'est intents.members que vous devez mettre à true. Et pour le contenu des messages, vous devriez faire intents.message content que vous mettez à true. Mais donc moi je vais pas faire ça et je vais plutôt garder mon intents égale discord.intents.all directement dans les paramètres d'initialisation de mon client. Et finalement, on va demander à Python de démarrer le bot avec client.run, à qui on passe le token en paramètre, ce qu'on peut faire avec token égale token, mais vous pouvez aussi lui passer directement la chaîne de caractères dans les parenthèses. Maintenant, vous pouvez exécuter votre script en Python, soit avec votre IDE s'il le prend en charge, soit comme moi depuis le terminal, en faisant Python espace le nom de votre fichier .py, moi c'était client.py. Et là, si tout s'est bien passé, vous devriez voir des logs qui s'affichent dans le terminal. Et surtout, si vous vous rendez sur Discord sur votre serveur, vous devriez maintenant voir votre bot qui est passé en ligne dans la liste des membres. Maintenant que la configuration du bot est fonctionnelle, on va pouvoir commencer à implémenter sa logique. Dans un premier temps, on va voir comment observer des événements qui se passent sur le serveur, et puis réagir avec du code Python. Pour ça, discord.py met plein de fonctions à notre disposition, et vous pouvez toutes les retrouver sur la référence API sur le site de documentation officielle de discord.py. Je vous mets le lien en description, et dans la description, vous trouverez aussi une traduction des événements qu'on va voir en français. Pour commencer, je vous invite à créer un nouveau fichier Python et lui donner un nom. Et comme on va avoir les événements, je vais l'appeler events.py. Et puis je vais copier le contenu du fichier client.py et le coller dans mon nouveau fichier events.py. D'ailleurs, si vous prenez la vidéo en cours de route, vous trouverez tous ces fichiers et leur contenu en description de cette vidéo. On a donc la base de notre bot et on va pouvoir implémenter ses premières fonctions. La structure d'une fonction du client avec discord.py, c'est toujours la même. D'abord, on a un décorateur qui va marquer la fonction et lui injecter du code pour prévenir Discord qu'on parle d'un événement qu'il doit écouter. Et ce décorateur, c'est le décorateur client.event. Le nom de cet événement est défini par discord.py, comme par exemple onMessage, qui est la fonction qui s'exécute quand il y a un nouveau message posté dans le salon. Et donc on va devoir utiliser le même nom de fonction que celle définie par discord.py. Pour réagir au message avec onMessage, on aura donc une fonction onMessage qu'on peut écrire avec def onMessage et puis des parenthèses. Et toutes ces fonctions seront des coroutines, donc des fonctions asynchrones. Et pour faire ça, on doit simplement rajouter le mot-clé async avant le mot-clé def pour dire que la fonction sera asynchrone. Asynchrone, ça veut simplement dire qu'on peut avoir plusieurs demandes en même temps sans bloquer le programme. L'utilisation de async est donc utile pour les bots Discord avec discord.py car elle permet aux bots de gérer plusieurs tâches en même temps sans se bloquer. Ensuite, onMessage prend en paramètre un message. Et puis dans le corps de la fonction, on peut par exemple répondre à ce message et on peut faire ça avec send et puis par exemple une chaîne de caractères bonjour c'est le bot. Et send se trouve dans message.channel pour dire de répondre dans le salon dans lequel le message a été posté. Et finalement pour que ça fonctionne on doit utiliser le mot-clé await qui va de pair avec le mot-clé async. Donc await c'est utilisé dans une fonction asynchrone qu'on a définie grâce au mot-clé async pour indiquer que le programme doit attendre la fin d'une opération avant de continuer et qu'il doit faire tout ça en permettant à d'autres tâches de s'exécuter pendant ce temps. Si c'est la première fois que vous voyez ces mots-clés async et await, pas de panique, de toute façon si vous les oubliez, vous aurez des erreurs et il suffira simplement de les rajouter dans votre code. Donc là on a déjà une fonction pleinement implémentée qui s'exécutera à chaque fois qu'un message est posté. Maintenant on peut lancer le script et voir ce qui se passe. Je retourne donc dans le terminal, je coupe mon ancien bot en lui envoyant un signal d'interruption avec le raccourci CTRL-C et puis j'exécute mon nouveau fichier qui s'appelle cette fois-ci events.py. Ensuite je me rends sur Discord et là je tape un message. Et là le bot répond bien mais il répond un peu trop bien parce qu'il est parti en boucle infinie. Donc comme le bot répond à chaque message, s'il lui-même pose des messages, il va se répondre à lui-même en envoyant un nouveau message. Pour régler ça, on va couper le script Python, puis on va changer le corps de la fonction onMessage. Et le plus simple pour régler ça, c'est d'ajouter une condition et regarder si l'auteur du message est le bot ou pas. Donc on peut faire ça avec un if message.author égale client.user et si c'est le cas, on va simplement sortir de la fonction avec un return. Ou bien plus simplement, on peut aussi faire if message.author.bot. Si l'auteur du message est le bot, alors on return. Là, on peut relancer le bot et puis le tester pour voir ce qui se passe. On voit que notre bot répond bien, mais cette fois-ci, il répond qu'une fois parce qu'il arrête de répondre quand il s'agit de ses messages à lui.
Mais là, ça va vite devenir pénible car à chaque fois qu'on va envoyer un message, le bot va répondre à un autre message. Donc on peut aller plus loin et dire au bot de simplement répondre si le message qui a été posté commence par bonjour. Dans la fonction, on peut récupérer le contenu du message avec message.content et ça sera un type string. Donc comme c'est une chaîne de caractères, on peut utiliser les méthodes sur les strings, comme par exemple starts with, pour voir si la chaîne de caractères commence par ce qu'on a défini. Donc si le contenu du message commence par bonjour, if message.content.starts with bonjour, on peut répondre avec await message.channel.send et envoyer notre chaîne de caractères bonjour, c'est le bot. Mais sauf que là, c'est sensitif à la casse, donc si on a bonjour avec un B majuscule, le bot ne va pas répondre, et pour gérer ça, on peut simplement ajouter .lower pour mettre le message en minuscule avant de voir si la string commence avec bonjour. Testons donc tout ça en coupant le bot et puis en le relançant. Si j'écris un message qui ne commence pas par bonjour, il se passe rien. Par contre, si je dis bonjour, alors le bot répond. Pour aller un peu plus loin, on peut aussi découvrir la validation de type avec Python. Donc la validation de type, c'est un concept qui est arrivé depuis Python 3.5 et qui permet de définir un type sur les objets qu'on a en Python. Et discord.py vient avec des définitions de type pour les paramètres qu'on récupère. Donc par exemple dans la fonction onMessage, on peut dire à Python que ce qu'on attend c'est un message. Pour faire ça, il suffit d'ajouter à côté de message 2 points et puis discord.message dans les paramètres de la fonction. Utiliser la validation de type en Python en général, ça va vous permettre de faire moins d'erreurs et d'être sûr de récupérer des variables du type que vous attendez. C'est optionnel, mais je vous conseille de l'utiliser quand c'est nécessaire pour éviter les mauvaises surprises. Et discord.py pousse ce concept un peu plus loin avec un concept de converteur ou convertisseur. Les converteurs vont nous aider à transformer du texte brut qu'on reçoit depuis le chat Discord en un type plus spécifique de Discord, comme par exemple un membre, un rôle, un channel ou autre. Apprendre à faire des bots avec discord.py en Python, c'est donc une bonne opportunité pour prendre l'habitude d'utiliser la validation de type pour tous vos programmes en Python, car pour le coup, cette validation a une vraie utilité grâce aux converters. En plus de l'événement onMessage, on peut aussi interagir avec des événements quand ils sont supprimés avec onMessageDelete ou bien quand ils sont modifiés avec onMessageEdit. Leur implémentation est similaire à onMessage et on peut donc copier cette fonction qu'on avait déjà fait ensemble. Pour onMessageDelete, on va donc changer le nom de la fonction de onMessage à onMessageDelete pour avoir le bon nom d'événement et que le bot réagisse quand un message a été supprimé. On peut récupérer ce message comme on l'avait fait avec onMessage dans les paramètres. Et puis dans le corps de la fonction, on peut par exemple répondre pour dire qu'un utilisateur a supprimé son message. Ce qu'on peut faire avec await message.channel.send et dedans on va passer une chaîne de caractères avec le nom de l'auteur du message et puis on va dire qu'il a supprimé son message et son message c'était message.content. Testons ça avec notre bot. Je vais couper le bot avec le raccourci CTRL-C et puis le relancer. Là une fois sur Discord, j'écris un message, je l'envoie dans le salon et puis je le supprime. Et là, mon bot m'a bien répondu un message pour me dire que j'ai supprimé mon message et il me dit aussi quel était le contenu du message. Revenons au code et tant qu'on y est, on va prendre l'habitude d'utiliser des chaînes de caractères formatées avec F et puis des doubles guillemets. Comme ça, on va par exemple pouvoir remplacer cette concaténation en F-string en mettant un F et puis les valeurs des variables entre accolades. Comme ça rendra nos messages plus lisibles. On peut faire pareil pour onMessageEdit qui est un peu différent des événements onMessage et onMessageDelete car cette fois-ci on a deux messages en paramètres, before et after. Donc comme leur nom l'indique, ces paramètres contiennent respectivement des objets de type message avec le message avant qu'il soit modifié et puis le message après modification. Donc copions onMessageDelete, collons là et puis changeons son nom en onMessageEdit et puis le paramètre message on le supprime et on ajoute deux messages, before et after. Ces deux paramètres sont de type discord.message et puis dans le corps de la fonction on va changer la string formatée en before.content est devenu after.content. Comme ça on aura le bot qui nous dit que l'ancien message est devenu le nouveau message. On peut maintenant tester ce nouvel événement, je relance mon bot, puis je me rends sur Discord, je poste un message et je le modifie. Et là, si tout s'est passé comme prévu, j'ai bien mon bot qui me répond un message pour me dire que mon ancien message est devenu ce nouveau message. Maintenant, voyons comment réagir à un autre type d'événement du client. Quand on lance le bot, on peut exécuter du code. Une fois que le bot est prêt, grâce à la fonction
fonction onReady. Quand on verra plus tard comment synchroniser des commandes plus complexes, on utilisera cet événement onReady pour initialiser ces commandes et prévenir Discord qu'elles existent. Pour le moment, on va implémenter simplement onReady. Donc onReady, c'est de nouveau une coroutine et on utilise donc le mot-clé async. Mais cette fois-ci, on va faire exprès de l'oublier pour voir ce qui se passe. Dans onReady, on peut par exemple ajouter un print qui dit le bot est prêt. Et puis on n'oublie pas d'ajouter le décorateur client.event pour prévenir discord.py qui doit considérer la fonction comme un événement par le client. Je coupe mon bot avec CTRL-C, puis je le relance, et là mon bot renvoie bien une erreur de type qui nous dit que l'événement doit être enregistré comme étant une coroutine. Donc rajoutons le mot-clé async dans notre définition de fonction pour transformer cette fonction en une coroutine. Maintenant je relance le bot, et ça se passe bien, j'ai bien le contenu de mon print qui s'affiche avec la string le bot est prêt. Maintenant tant qu'on y est, enlevons le décorateur pour voir ce qui se passe, coupons le bot, puis relançons-le, et comme on s'y attendait, il s'est rien passé, car comme j'ai pas ajouté le décorateur, Discord.py n'est pas au courant qu'il doit considérer cette fonction comme étant une fonction qui écoute un événement. Et voilà pourquoi on ne doit pas oublier le décorateur ni le mot-clé async. Pour le moment, notre bot, c'est plutôt un client qui observe des événements sur un serveur et qui réagit en fonction. Maintenant, on va voir comment faire des commandes. Et techniquement, on pourrait utiliser notre client pour créer des commandes. On pourrait par exemple prendre l'événement onMessage et dire que si le message qu'on reçoit commence par un symbole prédéfini, disons le point d'exclamation, et puis un mot qui servirait de commande, disons bonjour, alors on rentrerait dans une condition et on exécuterait une logique pour notre bot. Sauf que c'est un peu du bricolage, ça va vite nous faire plein de conditions pour toutes les commandes qu'on aura, et ça rendra le code pas très robuste. Mais heureusement, Discord.py nous propose d'aller plus loin avec les commandes en nous fournissant une extension spécifique pour les bots. Et cette extension va nous permettre de simplifier les commandes, de mieux gérer les erreurs et les permissions, mais aussi d'enregistrer nos commandes pour mieux interagir avec Discord et obtenir plus de fonctionnalités. Donc voyons tout ça ensemble. Commençons par créer un nouveau fichier que je vais appeler commande.py. Dans ce fichier, je vais de nouveau importer discord.py avec import discord, mais en plus, je vais importer l'extension de commande avec from discord.ext import commands. Comme souvent les applications qu'on va faire avec discord.py, ça sera des bots. Ils nous ont mis à disposition une extension pour nous simplifier la vie et faire des bots. Et donc en important commands de discord.ext, on va avoir plus d'outils qui seront plus simples à utiliser et plus flexibles. Donc par exemple, grâce à commands qu'on a importé, plutôt que créer un client, on peut créer un bot directement avec bot égale commands.bot. Et attention à bien mettre une majuscule B au mot bot comme il s'agit d'une classe. Et notre bot prend deux choses, un préfixe de commande et les intents. Donc on va lui passer un paramètre préfixe. Le préfixe, ça sera le symbole qui précédera toutes nos commandes. Ça sera souvent un point d'exclamation ou le symbole $. Donc ici, disons le symbole $. Et puis donc on va encore lui passer les intents, comme on l'avait fait pour le client, ce qu'on peut faire en déclarant une variable intents, et puis en lui assignant la valeur discord.intents.all. Comme ça, on peut passer intents égale intents dans le bot. Finalement, on doit toujours utiliser la méthode run pour lancer le bot. Donc cette fois-ci, on va faire bot.run et puis lui passer le token. Et vous pouvez récupérer le token depuis le Discord Developer Portal ou bien plus simplement depuis les fichiers qu'on avait fait avant. Mais cette fois-ci, pour changer, on va ajouter cette ligne au-dessus de notre méthode run. If name égale main. En Python, on utilise if name égale main par bonne pratique pour s'assurer que le script ne se lance que si le fichier est exécuté directement avec Python, en utilisant Python, le nom du fichier .py, mais pas quand il est importé depuis un autre fichier. Je vous conseille de prendre l'habitude de faire ça pour tous vos scripts Python que vous lancez avec Python et puis votre nom de fichier .py. Donc on met le run dans cette condition, et maintenant on peut créer notre première commande. Donc avec commands, on peut créer des commandes de plusieurs manières. Pour le moment, je vous en propose deux. Donc il y a soit la version longue où on utilise le décorateur commands.command, suivi de parenthèses, et puis on a toujours une coroutine, donc async def, et puis le nom de la fonction, disons test. Ce texte prend un paramètre qu'on appelle contexte, je reviens tout de suite dessus, et puis pour le moment, dans le corps de notre fonction, mettons simplement pass. Et puis pour l'enregistrer auprès de notre objet bot, on devrait faire bot.addComment, et puis le nom de la fonction, ici c'était test. Mais il y a aussi une version plus courte, qui est de directement utiliser le décorateur bot.command, au-dessus de notre fonction coroutine, async def test, qui prend toujours le contexte et qui a toujours le corps de la fonction à pass. Donc je vais préférer la deuxième version
que je vous ai montré, la version la plus courte. Et là, dans notre exemple, le nom de ma commande, ça sera simplement test. Et si je veux l'exécuter dans Discord, je dois utiliser le symbole que j'ai défini comme préfixe, qui était le symbole $, le nom de la commande qui était test. Maintenant qu'on a ça, on peut créer une première commande avant de voir plus en détail de quoi elles sont composées. On utilise le décorateur bot.command qui lui a des parenthèses, car en fait c'est une fonction qui retourne un décorateur. Et puis on a toujours des coroutines, ça ne change pas par rapport au client. Donc on a bien async et puis def pour déclarer une fonction, suivi du nom de la commande. Donc commençons par faire un hello world, et puis les commandes prennent un contexte, je vous l'explique juste après. Dans le corps de la fonction, on va simplement répondre hello world dans le salon dans lequel la commande a été postée. Ce qu'on peut faire avec context.send hello world, qu'on doit simplement faire précéder du mot-clé await, comme d'habitude. Donc on va tester notre première commande. Vous pouvez couper votre ancien bot s'il tourne toujours, puis maintenant le relancer, et cette fois-ci, notre nom de fichier Python, c'est commande au pluriel .py. Ensuite, je me rends sur Discord, et là je tape le symbole du préfixe que j'avais choisi. Moi c'était le signe $, puis hello world, et là si tout s'est bien passé, le bot devrait répondre avec la chaîne de caractères hello world. Félicitations, vous avez fait votre première commande, et maintenant voyons plus en détail ce qu'on peut faire avec le contexte. Donc les commandes qu'on va faire avec discord.py, elles auront un paramètre obligatoire qui est le contexte. Le contexte, c'est un objet qui nous donne accès à des fonctions et à de l'information sur l'invocation de la commande, d'où son nom, ça nous donne du contexte. Le contexte permet donc de savoir dans quel serveur et salon le message a été posté, quel membre a envoyé le message, ainsi que ses rôles, ses permissions, etc. Et en plus de ces attributs, le contexte possède aussi des fonctions qui vont nous permettre d'effectuer des actions. On a déjà vu context.send pour répondre dans Discord, mais on a aussi context.reply pour répondre en mentionnant le membre qui a lancé la commande. Donc le contexte, ça sert à obtenir des informations sur l'invocation de la commande et aussi à interagir avec Discord. Et avec Commands, les décorateurs sont différents de ceux qu'on avait vus avec client.event, car les décorateurs qu'on a maintenant ont des parenthèses. C'est parce que contrairement aux décorateurs qu'on utilisait pour les événements avec client.event, le décorateur du bot est en fait une fonction qui retourne un décorateur. Et ce type de décorateur en Python, ça va nous permettre de lui passer des paramètres. On va donc par exemple pouvoir spécifier un nom à la commande, pour que plutôt que le nom de la commande soit celui de la fonction, on puisse lui en spécifier un autre. On peut aussi passer en paramètre à ce décorateur une liste d'alias pour pouvoir invoquer la commande de différentes manières. Et puis il y a une série d'autres arguments qu'on peut passer au décorateur et on les verra plus tard quand on verra la commande help. Passons maintenant à l'implémentation de commandes plus intéressantes. Là on a juste vu comment faire une commande hello world qui est un peu nulle car elle ne prend aucun paramètre et elle répond juste toujours la même phrase hello world. Mais ce qui va rendre les commandes plus utiles, c'est de leur passer des objets sur lesquels on veut impliquer la commande, comme un membre, un salon ou des paramètres sous forme de texte ou de nombre. Donc si par exemple on avait un bot qui est en fait un compte à rebours, on pourrait avoir une commande qui ressemble à ça. On commence par écrire le décorateur avec addBot.command et puis on crée notre fonction async_def et je vais appeler ma fonction décompte. Décompte prend toujours le contexte et puis un délai qui sera un entier. Ensuite je vais envoyer un premier message dans le salon avec await context.send et je vais dire départ dans et puis 3 petits points. Puis je vais faire une boucle avec la fonction range qui part du délai, qui s'arrête juste avant 0 et qui a un pas négatif pour compter à l'envers. Dans ma boucle, à chaque fois que je passe dedans, je vais lui envoyer le temps qu'il reste et quand c'est fini, je dis que c'est parti. Donc si vous ne connaissez pas la fonction range, on l'utilise souvent dans les boucles for pour avoir un compteur. Souvent vous la verrez avec range et puis juste un nombre, mais elle ne prend pas qu'un paramètre, elle en prend plusieurs. Elle peut avoir un début, une fin et puis un pas qui peut être positif ou négatif, qui va nous permettre d'ajouter ou retirer ce qu'on lui met. Donc là, la traduction de ça, c'est commence à compter au délai, disons par exemple 3, et puis la fin ça sera 0 et tu vas à chaque fois diminuer de 1. Donc là dans ma boucle, i au premier passage sera égal à 3, au second passage sera égal à 2, et au dernier passage sera égal à 1, comme on s'arrête juste avant 0. Maintenant qu'on a tout ça, on peut couper le bot et puis le relancer. On va se rendre sur Discord et puis taper la commande décompte 3. Et là on voit que notre commande fonctionne bien, on a bien un décompte et il a pris 3 comme paramètre. Maintenant voyons la même chose mais cette fois-ci avec plusieurs paramètres sous forme de chaîne de caractères. Donc on va coder une autre commande qui sera la commande répétée. La commande répétée, elle prend un contexte et un message et puis elle répond simplement le message. Donc je vais couper le bot, le relancer et puis me rendre sur Discord. Je vais utiliser ma nouvelle commande répétée et puis je vais lui passer un mot salut et ma commande a bien répondu le mot salut. Maintenant essayons avec plusieurs mots. Si je recommence avec ma commande répétée et puis je vais mettre salut les membres de Discord et là on voit que seul le premier mot, le mot salut, a été répété. Pour régler ça, on doit indiquer à notre fonction qu'on veut en fait récupérer tous les mots du message et les mettre dans le paramètre message. Et on peut faire ça avec le symbole astérisque qui permet de dire à
discord.py que tout ce qui suit dans la commande doit être passé à message. Donc l'utilisation de ce symbole astérisque, c'est une spécificité de Python qui permet de considérer le reste des paramètres comme des arguments nommés. Et c'est comme ça que discord.py gère un nombre indéfini de mots dans une commande. Donc ajoutons l'astérisque avant le paramètre message, et maintenant on peut couper le bot, le relancer, aller sur Discord, et puis réessayer la commande qui répète, avec répéter salut les membres de Discord, et cette fois-ci ça fonctionne. Maintenant qu'on a vu quelques commandes, on peut voir une commande qui vient par défaut avec les commandes sur Discord, qui est la commande help. Tous les utilisateurs du serveur peuvent donc obtenir de l'aide pour voir toutes les commandes disponibles sur votre serveur en utilisant la commande help. On peut aussi avoir de l'aide spécifique sur une commande en utilisant la commande help, un espace et puis le nom de la commande. Donc si pour un moment je tape la commande help dans Discord, je vois que j'ai bien les commandes que j'ai développées, mais il n'y a pas beaucoup d'aide contextuelle, et si je demande de l'aide pour une commande en spécifique, je vois que ça m'aide pas trop. Donc retournons dans le code, et comme on l'a vu, on peut ajouter entre les parenthèses du décorateur name pour pouvoir passer un nom à la commande qu'on veut, plutôt que Discord prenne celui de la fonction. Et dans ces parenthèses, on va aussi pouvoir passer d'autres paramètres, dont de l'aide pour nos commandes, avec par exemple le paramètre nommé description, ou bien on peut aussi avoir une version abrégée de cette description avec brief. On peut avoir de l'aide avec help, ou bien hidden pour ne pas afficher la fonction quand on fait help. Et si on n'a pas de paramètre nommé de description à notre décorateur, on peut aussi lui passer une description dans la commande en ajoutant une docstring. Remplissons tout ça pour une de nos fonctions, en commençant par lui ajouter une description, et puis remplir brief, et puis finalement de l'aide dans help. Maintenant testons tout ça, coupons le bot, relançons le bot, rendons-nous sur Discord, et là maintenant quand on tape help, on a plus d'informations, et si on utilise help sur la commande dans laquelle on a rempli les paramètres du décorateur, on voit qu'on a encore plus d'aide spécifique pour cette commande-là. Donc quand vous déclarez une commande, si elle doit être comprise par les utilisateurs, complétez ces différents paramètres, c'est une aide plus complète. Voyons maintenant les commandes slash. Contrairement aux commandes qui commencent par un préfixe prédéfini qu'on peut choisir, les commandes slash commencent par le symbole slash. L'avantage, c'est qu'elles sont mieux intégrées à l'environnement Discord. On va par exemple pouvoir taper slash dans le chat Discord et voir directement les commandes disponibles. Et puis en plus, les commandes slash viennent avec des options à remplir directement dans la barre de texte. Les commandes slash sont donc plus faciles à utiliser pour l'utilisateur final, qui n'aura qu'à fournir les paramètres de la fonction comme s'il remplissait un texte à trous. Et au niveau de leur implémentation, les commandes slash sont un peu différentes des commandes avec préfixe. Voyons ça ensemble. D'abord, l'ordre décorateur est différent. Plutôt qu'avoir bot.command, on a bot.tree.command. Je vous parle de cet arbre tree juste après. Et ensuite, plutôt que prendre un contexte en argument, elles prennent un objet interaction. L'objet interaction est assez similaire au contexte, mais avec quelques nuances. Par exemple, l'auteur se trouve dans interaction.user, context.send devient interaction.response.sendMessage, et puis aussi avec les interactions, on ne peut envoyer qu'une réponse, et si on veut envoyer d'autres réponses, on doit utiliser un autre type de réponse, un follow-up. Et puis finalement, pour que vos commandes apparaissent bien dans le menu de suggestion de Discord, il faudra les synchroniser. Voyons ça plus en détail. Donc pour commencer, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler commande slash, et dedans je vais faire le code de base que j'ai à chaque fois. Donc je vais commencer par importer Discord. Je vais également importer from discord.ext import commands. Je vais de nouveau avoir des intents qui seront discord.intents.all. Je vais encore une fois créer une instance du bot en faisant bot égale commands.bot à qui je passe quand même un préfixe même si on va pas l'utiliser. Je vais dire point d'exclamation, et puis des intents avec la variable intents que je viens de créer. Ensuite, je dois lancer le bot. Pour ça, je fais bot.run à qui je dois passer le token. Le token, je vais aller le récupérer depuis un ancien fichier. Vous pouvez aussi le récupérer depuis le développeur portal si vous n'en avez pas. Et juste par bonne pratique, je vais faire une fonction main dans laquelle je lance mon bot et je vais appeler cette fonction main en faisant un if name égale main, alors je lance la fonction main. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez simplement avoir ça. Mais comme on l'a vu plus tôt dans cette formation, ça peut poser problème si vous commencez à importer des fichiers à gauche et à droite. Donc je vais garder cette structure, mais vous faites comme vous voulez. Et donc maintenant, on va pouvoir taper toutes nos commandes ici. Donc créons une première commande. Je vais faire une simple commande qui prend deux nombres et qui les multiplie pour nous afficher le résultat. Et donc comme je vous l'ai dit, le décorateur est un peu différent. Cette fois-ci, on fait bot.tree.command. Ensuite, on a toujours une coroutine et je vais créer une commande qui s'appelle multiplication. Cette commande prend donc une interaction plutôt qu'un contexte. Interaction, c'est type discord.interaction. Et puis elle prend deux nombres, disons un entier A et un entier B.
à l'intérieur de la fonction, je peux répondre le résultat de la multiplication en faisant toujours un await. Et là, plutôt qu'avoir un context.send, je vais avoir interaction.response.sendMessage. Dedans, je vais passer une f-string dans laquelle je vais dire a fois b égale, et puis là, je fais le calcul a fois b. Donc, comme vous pouvez le voir, les commandes slash sont assez similaires aux commandes avec préfixe, sauf qu'il y a encore une chose qu'on doit faire en plus, c'est les déclarer auprès de Discord en utilisant un événement, et cet événement, c'est l'événement onReady. Je vais utiliser mon décorateur bot et puis event, et dedans on va écouter l'événement onReady, et dans cet événement onReady, je vais faire un await bot.tree.sync pour synchroniser la commande que je viens de créer dans l'arbre des commandes de Discord. Mais cette synchronisation peut prendre du temps, des fois elle prendra 30 secondes, 1 minute et même peut-être plus. Donc j'aimerais bien avoir du texte qui me dit quand c'est fini. Pour ça, je vais d'abord faire un premier print avec une f-string qui me dit que je suis connecté en tant que... et puis je veux le nom du bot, donc c'est bot.user. Ensuite, je vais synchroniser la commande. Je vais mettre le résultat de cette synchronisation dans une variable que j'appelle synced. Et puis je vais faire un autre print avec une string formatée. Et dedans, j'aimerais bien savoir combien de commandes ont été synchronisées. Donc je vais simplement récupérer la longueur de l'objet synced, len de synced, commande synchronisée. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire attention à la gestion d'erreurs. Donc on peut rajouter un try, mettre ça dedans, et puis intercepter une exception en tant que E. Et s'il y a une erreur, donc j'afficherai l'erreur. Donc ça encore une fois c'est optionnel, vous pouvez simplement avoir juste le bot.tree.sync et ça suffira. Mais si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus long et un peu plus safe, alors on peut avoir ça. Maintenant on va pouvoir tester la commande, donc je vais couper le bot et puis vu que j'ai fait un nouveau fichier, je dois faire python commande slash cette fois-ci. J'attends. Là ma commande s'est synchronisée directement. Je vais donc pouvoir me rendre sur Discord. Maintenant je vais taper slash et là je vois que tutorialbot me propose une commande qui est multiplication et on a donc les deux paramètres de notre fonction A et B. Là Discord attend 2 entiers, donc si je dis comment et puis coder, je vois que j'ai du rouge et Discord me dit que l'input doit être un entier valide, donc je vais plutôt mettre 3 fois 5 et si je fais ça, je vois que mon bot me répond bien que 3 fois 5 égale 15. Donc voilà comment faire une simple commande slash pour votre bot Discord Python avec discord.py. Comme vous pouvez le voir, les commandes slash sont plus faciles à utiliser pour les membres que les commandes avec préfixe, car le membre qui invoque la commande n'a pas besoin de comprendre l'implémentation de la fonction pour pouvoir bien utiliser la commande. Il ne devra pas non plus utiliser help pour voir comment utiliser la commande. Il aura directement tout. Quand il fait slash le nom de la commande, il saura exactement quoi fournir à la commande. Vous savez maintenant comment utiliser les commandes avec préfixe et les commandes slash, mais il y a quelques autres petites subtilités dans les commandes slash, donc voyons tout ça ensemble. Disons qu'on va lui faire une autre commande, et cette fois-ci, la commande va prendre un message et le répéter un nombre de fois. Donc on aura un entier pour définir combien de fois on veut répéter le message, et puis un message qui sera la phrase à répéter. Comme d'habitude, j'utilise le décorateur bot.tree.command pour faire une commande slash. Dedans, j'aurai toujours une coroutine avec async def, et puis je vais appeler ma fonction repeat. Cette fonction repeat prend toujours interaction. On peut utiliser la notation de type pour dire que c'est de type discord.interaction, et puis elle prendra un nombre, le nombre de fois qu'elle doit répéter la phrase, et puis le message qui sera une chaîne de caractères de type string. Ensuite, naïvement, j'aimerais bien faire que pour un certain nombre de fois dans une range de la taille du nombre, je répète la phrase et ce que je peux faire avec await.interaction.response.sendMessage. Et je lui envoie le message que j'ai récupéré qui était message. Donc je vais couper le bot, le relancer, attendre que mes commandes se synchronisent, et puis retourner sur Discord. Maintenant si je fais slash, je vois que j'ai pas encore ma commande, je vais rafraîchir Discord, et si je fais slash, maintenant je vois bien que j'ai répète. Répète prend un nombre, on va dire que je répète 5 fois le message abonnez-vous, et là il me l'a envoyé qu'une seule fois, alors que je m'attendais à l'avoir 5 fois. J'ai une erreur qui dit que l'interaction a déjà été envoyée. Comme je vous l'avais dit précédemment, la différence entre le contexte et interaction, c'est qu'on peut en renvoyer qu'une réponse avec interaction. Et donc pour pouvoir envoyer plusieurs messages avec une commande slash, on doit juste utiliser quelque chose d'autre qu'une réponse, qui sera un follow-up. Donc pour faire fonctionner cette commande, on va déplacer cette ligne au-dessus du for en se disant que au minimum on va répéter la phrase une fois. Et puis ensuite, si le nombre est supérieur à 1, là on va rentrer dans la boucle. Sauf qu'au lieu de commencer de compter à 0, on commencera à 1, vu qu'on l'a déjà envoyé une fois. Et là, au lieu d'avoir interaction.response, on aura interaction.followup. Et au lieu d'avoir send message, ça sera simplement send. Et ce qu'on envoie, c'est toujours le message.
Là maintenant je peux tester la nouvelle version de ma commande, je coupe le bot, je le relance, j'attends que mes commandes se synchronisent. Une fois que c'est fait, je retourne dans Discord, je réessaye répète, je vais mettre toujours 5 et toujours abonnez-vous. Là j'envoie, et j'ai mis qu'un L à follow-up, donc je corrige la typo, il faut 2 L à follow, je relance mon script, et je réessaye encore une fois, répète 5, abonnez-vous. Et cette fois-ci, j'ai bien la réponse initiale et puis les 4 follow-up. Donc quand vous ferez vos commandes slash, n'oubliez pas que c'est une réponse unique et vous pourrez soit modifier la réponse initiale, soit si vous voulez répondre plusieurs messages, ajouter des follow-up. Une autre limitation des commandes slash, c'est qu'elles sont assez impatientes et si vous attendez plus de 3 secondes pour fournir une réponse, elles vont simplement s'arrêter. Pour voir ça ensemble, on peut créer une nouvelle commande avec bot.tree.command. Dans cette fonction, je vais faire async def attend, qui prendra toujours une interaction de type discord.interaction, et on va lui demander d'attendre un certain nombre de secondes. Les secondes seront un entier. Mais avant de répondre qu'on a fini, on va attendre le nombre de secondes qu'on a envoyé, ce qu'on va faire avec time.sleep. Et il faut pas oublier d'importer time tout en haut du fichier. Et une fois qu'on a attendu, on peut faire un await interaction.response send message pour dire qu'on a fini en disant j'ai fini. Donc je vais sauver ma fonction, couper mon bot, le relancer, attendre que mes commandes soient synchronisées. Maintenant j'ai une troisième commande, elles sont synchronisées, je vais sur Discord, je tape slash, je vois qu'en tapant attends, j'ai rien de nouveau, donc je vais rafraîchir ma page. Maintenant, j'ai bien ma commande attends, je vais lui demander d'attendre plus de 3 secondes pour créer le bug, donc je vais attendre 5 secondes. Et au bout de 3 secondes, Discord me dit que l'application n'a pas répondu. Donc comme je vous l'ai dit, c'est simplement parce que les commandes slash doivent répondre dans les 3 secondes, sinon Discord perd la réponse. Mais heureusement, on a un type de réponse pour dire à Discord d'attendre. Et ce type de réponse, on peut le faire avec await.interaction.response.differ. Differ, ça veut donc dire que Discord doit dire qu'on va différer la réponse, elle va prendre un peu plus de temps. Et pour les plus attentifs d'entre vous, on peut avoir qu'une réponse. Là, j'ai envoyé une réponse avec response.differ. Donc encore une fois, on doit changer le type de réponse suivant par un follow-up. Et send message, c'est send. Et puis on va faire une pause après avoir dit à Discord que la réponse va prendre du temps, qu'elle va être différée. Donc il faut penser à bien mettre time en dessous du differ et pas au-dessus. Je peux sauver cette nouvelle commande, couper mon fichier, le relancer, attendre que mes fonctions soient synchronisées, puis retourner sur Discord. Et là, avec ma commande attend, je vais lui dire d'attendre 5 secondes. Et là, j'ai une phrase qui me dit que mon bot est en train de penser. Et finalement, il a pu répondre « j'ai fini » après 5 secondes. Donc si vous faites des commandes slash qui prennent plus de 3 secondes à s'exécuter, il faudra penser à utiliser interaction.response.differ pour prévenir Discord que la réponse va mettre plus de 3 secondes avant d'arriver. Tout ce que vous devez savoir sur les commandes hybrides pour vos bots Discord en Python avec discord.py. Pour le moment, on a vu 2 types de commandes. Les commandes avec préfixe qu'on définit, et puis les commandes slash. Leur implémentation était différente, et elles avaient chacune des avantages et des inconvénients. Mais en plus de ces 2 commandes, il existe aussi les commandes hybrides si on veut le meilleur des 2 types de commandes. Donc les commandes hybrides, c'est des commandes qu'on peut appeler soit comme les commandes préfixées, ou bien comme des commandes slash. Les avantages sont donc que les commandes hybrides sont plus flexibles pour les utilisateurs, comme ils peuvent les appeler comme ils veulent. Aussi, si vous avez du code pour des commandes préfixes et vous voulez avoir la même chose pour des commandes slash, vous pourrez le faire très facilement en changeant juste le décorateur. Je vous montre ça tout de suite. La syntaxe d'une commande hybride, c'est assez similaire à celle d'une commande avec préfixe, sauf que plutôt qu'utiliser le décorateur addBot.command, on utilise addBot.hybridCommand. Aussi, comme pour les commandes avec préfixe, on a un contexte plutôt qu'une interaction, comme on avait avec les commandes slash. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je veux débloquer la possibilité d'invoquer des commandes avec un slash et que j'ai déjà des commandes avec préfixe, je peux simplement copier un fichier qui contient des commandes avec préfixe, le coller, puis me rendre dans ce nouveau fichier. Et là, avec la fonction remplacer de mon éditeur de code, je vais changer tous les décorateurs addBot.command en addBot.hybridCommand. Et voilà, j'ai transformé toutes mes commandes en commandes hybrides. Et je dois faire une dernière chose avant de pouvoir les appeler, car comme pour les commandes slash, il faudra
d'abord les synchroniser dans l'arbre du bot pour qu'on puisse avoir accès à l'aide à la complétion dans la barre de texte de Discord. Et donc en bas de mon fichier, je vais créer une fonction onReady qui prend le décorateur bot de .event et dans le corps de la fonction, je vais faire bot.tree.sync. Comme ça va synchroniser les commandes de mon bot dans l'arbre de commandes de mon bot sur Discord. Et avec ça, je peux déjà utiliser mes commandes comme avant avec le préfixe, mais en plus, je peux maintenant les utiliser avec le slash. Et maintenant, voyons quelques exemples de commandes hybrides ensemble. Donc pour créer une commande hybride, c'est assez similaire à la création d'une commande avec préfixe. Je vais d'abord créer un nouveau fichier que j'appelle commande hybride et dedans, je vais importer les habituels import Discord. Je vais aussi importer les commandes depuis from discord.ext import commands. Je vais récupérer mon token depuis un autre fichier. Pour les intents, c'est toujours la même chose. discord.intents.all. Pour instancier le bot, on fait toujours bot égale commands.bot, puis on doit lui passer un préfixe de commande. Je vais choisir le point d'exclamation et lui passer les intents. Et puis maintenant, je peux déclarer une première commande hybride. Donc on avait vu les commandes avec préfixe, où on devait faire bot.command et puis la commande. Ici, c'est presque la même chose, c'est bot.hybrid command et on peut directement créer une fonction. Donc je vais créer une commande qui est la commande ping. Elle prend toujours un contexte en paramètres et ma commande ping, ce qu'elle va faire, c'est simplement répondre pong. Donc une dernière chose à faire pour que cette commande apparaisse sur Discord, c'est d'écouter l'événement onReady, ce qu'on peut faire avec le décorateur bot.event, et puis en faisant une coroutine qui est onReady. Et dans cette fonction, on fera, comme on l'avait vu avec les commandes slash, un bot.tree.sync. Comme ça, la partie slash de mes fonctions sera synchronisée dans l'arbre des commandes du bot Discord. Finalement, on doit faire lancer le bot, ce qu'on peut faire avec bot.run et en lui passant le token. Et avec ça, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour avoir ma première commande hybride. Donc on peut l'essayer. Je peux lancer mon nouveau fichier commande hybride, me rendre sur Discord. Là, je peux tester ma commande ping en faisant point d'exclamation ping et ça me répond bien pong. Mais surtout, si je fais slash, je vois directement que j'ai une nouvelle commande ping et en faisant slash ping, j'ai aussi la réponse pong. Donc j'ai pu appeler ma commande ping avec le préfixe point d'exclamation que j'avais défini, mais aussi avec le slash en faisant slash ping. Et mon bot m'a répondu la même chose. Maintenant, on va implémenter deux autres commandes pour que vous compreniez bien. Donc je vais faire une autre commande hybride que je vais appeler soustraire et qui, comme son nom l'indique, va prendre deux entiers, un entier A et un entier B, et qui va simplement répondre une string formatée qui dit la différence entre A et B est A moins B. Et donc là, si je coupe le bot, que je le relance, je me rends sur Discord et que je rafraîchis la page. Si je fais soustraire, avec le slash, je vois que j'ai bien le fonctionnement de texte à trous où on me demande de mettre un entier dans A et un entier dans B. Donc si je mets 5 et 3, ma commande me répond bien à la différence entre 5 et 3 et 2. Et pour les membres qui connaissent déjà les commandes et qui n'ont pas besoin de l'aide du slash, ils peuvent aussi directement l'appeler avec point d'exclamation soustraire et en mettant 6 et 3 par exemple, et le bot nous répond bien que la différence entre 6 et 3 est 3. Donc avec les commandes hybrides, on a vraiment la même aide à la complétion là où on tape les messages dans Discord, et en plus, si on connaît déjà la commande, on peut l'appeler avec le préfixe qu'on a défini. Voyons une dernière commande, et cette fois-ci on va prendre une chaîne de caractères composée de plusieurs mots pour voir ce qui se passe. Donc comme d'habitude, on peut créer une commande hybride avec le même décorateur, puis en faisant async def, et là c'est une commande qui va nous permettre de prendre des notes. Donc cette commande prend toujours un contexte, et puis elle prendra une note qui sera une chaîne de caractères de type string, et notre fonction va répondre avec une chaîne formatée en disant que la note a été enregistrée. Je coupe le bot, je le relance, je rafraîchis Discord, comme ça j'ai bien ma commande slash, et puis je fais slash note, et là avec le slash, je peux taper une note avec autant de mots que je veux, je vais dire ma note en plusieurs mots, et ma commande fonctionne bien. Mon bot m'a bien renvoyé ma phrase note, ma note et puis le mot enregistré. Par contre, si j'utilise le préfixe avec point d'exclamation avec la commande note, si je lui dis une autre note, on aura le même problème que quand on sélectionnait un message, il n'y a que le premier mot qui est pris. Pour faire ça, on peut soit ajouter des doubles guillemets et mettre toute la note entre ces doubles guillemets en disant encore une autre note. Et là, on voit bien que les 4 mots de mon message ont bien été enregistrés. Mais sinon, on peut toujours faire
faire la même chose, transformer tout le reste du message en le paramètre nommé note en ajoutant l'astérisque, comme on l'avait vu plus tôt quand on avait vu les commandes préfixes dans cette formation. Maintenant, si je fais ça, je peux relancer mon bot, rafraîchir ma page. Je vais vérifier que ma commande slash fonctionne toujours en disant ça fonctionne toujours. Donc la commande slash n'a pas changé. Par contre, avec la commande avec préfixe, j'appelle note et là je dis et maintenant c'est bon. Et cette fois-ci, j'ai bien toute ma phrase et maintenant c'est bon qui a été enregistrée, plutôt que juste le premier mot comme avant. Donc voilà comment on fait des commandes hybrides avec Discord.py. C'est vraiment à vous de juger quand est-ce que c'est bon d'utiliser des commandes hybrides plutôt que des commandes simples avec préfixe ou des commandes avec slash. Mais peut-être que vous aimez la robustesse et le côté strict des commandes slash à l'exécution dans Discord, mais que vous préférez la flexibilité du code avec les commandes avec préfixe. Et donc là, vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes avec les commandes hybrides. Donc là, on commence à avoir plusieurs fichiers qui contiennent chacun plusieurs fonctions et ça commence déjà à être compliqué de s'y retrouver et maintenir le code. Ça serait bien d'avoir un système pour organiser toutes ces commandes et les réunir dans un seul endroit. Et pour ça, on va utiliser un nouveau concept qui sont les cogs. Donc les cogs, ça va vous permettre de structurer et organiser votre bot Discord de manière pratique et modulaire. Et on va structurer le code des commandes et des événements dans des classes qu'on appelle des cogs. Et on va ensuite intégrer ces cogs à notre bot. Ça va donc faciliter la gestion et la lisibilité du code, surtout pour les gros projets comme les bots généralistes qui ont plein de commandes pour plein de fonctionnalités différentes. Donc là, imaginons qu'on ait un dossier qui contient deux fichiers avec différentes fonctionnalités. Donc on a le fichier games et puis le fichier modération. Dans Games, on a simplement deux commandes. Une commande role qui permet de lancer un dé et qui renvoie une phrase qui dit que un utilisateur a lancé un dé et a obtenu un certain résultat, compris entre 1 et 6 inclus. Et on a aussi une autre commande de jeu qui est pile ou face. Pile ou face, c'est une commande hybride, donc on pourra l'appeler soit avec le préfixe point d'exclamation, soit avec un slash directement. Et un peu comme la fonction roll, la fonction pile ou face va choisir de manière aléatoire dans une liste qui contient pile et face un des deux objets et renvoyer un message qui dit que le résultat obtenu est soit pile, soit face. Ensuite, pour faire fonctionner la commande hybride en tant que commande slash en plus de commande avec préfixe, on a encore une fois l'événement onReady qui va synchroniser la commande dans l'arbre du bot. Et finalement, comme tous les autres bots, on lance le bot en lui fournissant le token. Et le bot, c'est un objet qu'on a créé comme d'habitude avec comments.bot, à qui on a fourni un préfixe et des intents. Et les intents, on les a assignés à une variable comme on a fait pour les autres bots. Et aussi, pour que random fonctionne, j'ai importé random tout en haut du fichier. Ensuite, on a un autre fichier qui est modération. Modération, c'est aussi un autre bot qui contient seulement une seule commande. Et là, ça touche à la modération. Donc, dans cette commande en spécifique, on regarde si l'utilisateur qui invoque la commande a les permissions. Et la permission qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il a le droit de kicker des membres. Et ce décorateur qu'on a ajouté en plus du décorateur bot.command, le décorateur commands.hasPermissions, va regarder pour nous si le membre qui invoque la fonction a bien ces permissions-là. Ensuite, c'est donc une fonction kick qui va prendre un membre et une raison, car dans Discord, si on est administrateur sur un serveur et qu'on a les permissions de kick, on peut toujours faire un clic droit sur une personne et faire kick cette personne et puis lui fournir une raison. Ce qu'on peut aussi faire avec la commande member.kick, à qui on passe une raison. Et puis finalement, quand la personne a été exclue du serveur, on envoie un message sur le serveur qui dit que le membre a été exclu. Donc on a ces deux bots qui contiennent des fonctionnalités différentes, des fonctionnalités de jeu et des fonctionnalités de modération. Et maintenant, j'aimerais bien avoir un seul bot avec ses fichiers et ses logiques séparés et regrouper tout ça, ce que je vais donc faire en utilisant des cogs. Donc, je vais transformer ces fichiers de bot en cogs. Pour ça, je vais prendre mon dossier bot, le coller, changer son nom en cogs, et puis je vais fermer mes fichiers et je vais commencer par changer le fichier games.py en un cogs. Donc on va plus avoir besoin du token, ni de l'intent, ni de déclarer un bot. On va aussi pouvoir retirer la commande qui lance le bot. Et puis on va créer une classe que je vais appeler gamescog. Et gamescog hérite de la classe commands.cog avec un C majuscule. À cette classe, on va passer un argument qui sera le bot. Donc je vais créer un constructeur qui prend en paramètre un bot et qui assigne à self.bot le bot qu'on lui passe en paramètre. Et puis on a mes deux commandes et pour les transformer, je dois changer ces fonctions en des méthodes de classe. Donc je vais les inclure dans la classe en les indentant comme il faut. Et puis on ne devra plus utiliser bot.command mais commands.command comme on n'a plus d'objet bot mais là on est à l'intérieur d'une classe. Et puis comme c'est des méthodes
de classe et plus des fonctions. Le premier paramètre dans les méthodes, c'est self en Python. Et avec ces quelques changements, mes 2 commandes sont déjà fonctionnelles. Et maintenant, grâce aux cogs, on n'aura plus besoin de l'événement onReady, donc je peux supprimer ça. Et j'ai plus besoin d'importer Discord non plus. Donc, mon fichier games.py qui avait des commandes et qui était un bot en entier est devenu un cog en créant simplement une classe gamescogs qui hérite de commands.cogs à qui on crée un décorateur. Et puis, dans cette classe, on a 2 méthodes de classe qui étaient nos anciennes commandes. Et puis, une dernière chose qu'on fait par convention dans les fichiers de cogs, c'est d'avoir une coroutine setup qui prend le bot en paramètre. Et cette fonction va ajouter le cog au bot en instanciant gamescog à qui on passe bot. Et le bot, on va le passer depuis le fichier dans lequel on récupère les différents cogs. C'est un fichier qu'on fera juste après. D'abord, on va faire la même chose pour mon fichier modération. Donc dans modération.py, j'ai un fichier de modération qui contient une commande et c'est un fichier de bot en entier. Comme pour le fichier games, on va retirer ce dont on n'a pas besoin. On va aussi créer une classe moderation cog qui hérite toujours de commands.cog. Et puis bot.command n'existe plus. Maintenant c'est commands.command. Ensuite, en premier paramètre de kick, il faut mettre self, donc maintenant c'est une méthode de classe. Et puis on ne doit pas oublier le constructeur qui prend toujours un bot et à qui on assigne dans self.bot le bot qu'on lui passe en paramètre. Et là, vu qu'on a de l'annotation de type, on utilise discord.member, donc il faut quand même importer Discord. Et puis finalement, comme pour mon fichier games.py, il faut finir le contenu du fichier avec la fonction setup qui prend un bot en paramètre et qui attend pour ajouter le cog au bot et à qui on passe en paramètre une instance du cog de modération. Maintenant, on va voir à quoi servent ces 2 fonctions setup. Donc là, on a nos cogs qui sont comme des pièces qu'on peut utiliser, mais il faut mettre ces pièces dans une machine. La machine, ça sera le fichier qui va récupérer nos différents cogs et qui assemble tout ça. Et par convention, on va créer un fichier qui s'appelle main start ou bot. Donc moi, je vais créer un fichier que je vais appeler start.py. Dans mon fichier start.py, c'est là que je vais faire ce qui ressemble le plus à un bot comme on faisait avant. Donc je vais importer Discord. Depuis discord.ext, je vais importer commands. Je vais créer une variable token et je vais récupérer mon token depuis un autre fichier. Et puis maintenant, j'aimerais bien lancer le bot. Donc comme avant, je fais instance égale discord.instance.all. Donc jusqu'à maintenant, on a déclaré des bots en faisant bot égale commands.bot à qui on passait un préfixe de commande, disons point d'exclamation, et puis les intents qu'on vient de définir, et puis on lançait le bot. Maintenant, j'aimerais bien créer un objet bot qui est un petit peu particulier et qui va chercher mes différents cogs. Donc, plutôt qu'avoir commands.bot, on va créer notre propre classe bot que je vais appeler mon bot. Et mon bot hérite de commands, donc la classe qu'on avait juste ici. Et dans cette classe, je vais avoir une méthode de classe qui sera setupHook et qui va regarder dans mon dossier cogs. Pour ça, je vais simplement boucler sur les 2 fichiers que j'ai. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle games et l'autre s'appelle modération. Et je vais ajouter ces extensions à mon cog en faisant await self.loadExtension à qui je passe une chaîne de caractères formatée qui ira dans le dossier cogs et qui ajoutera l'extension. Donc c'est une boucle qui dit pour games et moderation que tu utilises avec le nom de variable extension, utilise la méthode de classe de commandsBot loadExtension et va chercher ce cog qui est dans le dossier cogs et qui s'appelle soit games, soit moderation. Ensuite, donc on n'a plus commands.bot, mais on a mon bot. Et avec ça, on a un fichier complet pour créer un bot qui va aller récupérer les différents cogs et puis qui lance le bot comme on avait vu jusqu'à maintenant. Voyons si ça fonctionne. Donc je vais couper le bot que j'ai qui tourne actuellement et lancer mon fichier start avec python start.py. Pour le moment, j'ai pas d'erreur. Je me rends sur Discord et là je vais pouvoir tester mes différentes commandes. Donc j'avais une commande roll que je peux tester en faisant préfixe roll et là j'ai bien comment coder lance un dé et obtient 2. J'avais aussi une commande hybride pile ou face, donc je vais d'abord essayer de l'appeler avec un préfixe et j'ai bien un résultat obtenu face. Ensuite, je vais essayer d'appeler cette commande avec un slash. Donc, je vais faire slash pile ou face et normalement, je devrais avoir le même résultat. Ok, j'ai obtenu pile. Ensuite, j'avais une commande de kick. Dans modération.py, j'avais cette commande kick qui était une commande préfixée. Donc, je peux essayer de l'appeler en faisant point d'exclamation kick. Et puis, je vais kicker mon autre membre qui est Thomas.
Et là, je vois que mon autre compte qui avait comme nom d'affichage Thomas, mais comme nom de compte comment coder, a été exclu. Donc mes commandes fonctionnent bien. Et donc voilà comment fonctionnent les cogs. On a un fichier qui est le point de démarrage du bot, qui va aller chercher les différents cogs qu'on a. Et donc dans ce fichier, une fois qu'on a ça, on charge l'extension et puis on lance le bot comme on avait vu, comme d'habitude. Et ça va nous permettre de créer plein de cogs différents pour faire plein de choses et simplement de les regrouper dans un fichier Python qui va les chercher et puis démarrer le bot. Maintenant qu'on a développé la base d'un bot Discord et qu'on n'a plus qu'à rajouter plein de commandes, on va voir ensemble comment héberger le bot en ligne pour qu'il puisse tourner en permanence. En cette fin d'année 2024, la meilleure solution gratuite à ma connaissance, c'est d'utiliser render.com et je ferai des vidéos mises à jour s'il y a d'autres alternatives gratuites qui sont bien dans le futur. Donc maintenant, passons le bot en production pour qu'il puisse tourner en permanence. Pour le moment, à chaque fois qu'on coupe le bot passe hors ligne et ne réagit plus à nos commandes. Pour avoir un bot qui est tout le temps actif, on doit donc faire tourner le bot en permanence. Pour ça, vous pouvez soit laisser votre machine allumée tout le temps, mais le plus simple, ça reste quand même de le passer sur un service en ligne. Heureusement, il y a plusieurs services en ligne qui sont gratuits. Et la méthodologie pour les garder actifs tout le temps est toujours la même. Et avant de passer au déploiement du bot sur render.com, comme je vous avais dit en début de formation, on va sécuriser le token, car là, on va publier nos fichiers sur Internet et on va passer notre token en clair. Donc voyons comment sécuriser le token. Pour sécuriser le token, on va créer un fichier caché d'environnement qu'on va jamais publier sur Internet et on va installer un module pour le récupérer. On va commencer par créer le fichier caché. Ça sera un fichier qui s'appelle .env et qui va contenir des variables d'environnement. Et donc la variable d'environnement, on peut l'appeler comme on veut. Moi, je vais l'appeler Discord token. Dans cette variable Discord token, je vais aller récupérer mon token. Vous pouvez coller le token directement sans guillemets. Et puis maintenant, il faut aller le récupérer dans les fichiers en Python. Et pour ça, on doit dans un premier temps installer un module Python qui va nous permettre de charger les variables d'environnement. Et ce module en question, c'est python-env qu'on peut installer avec pip install python.env. Une fois que vous avez le module installé, vous pouvez vous rendre dans le fichier où vous voulez importer votre token. Et là, tout au-dessus, on va importer d'abord OS, qui va nous permettre d'avoir plusieurs fonctions du système d'exploitation. Et puis, depuis .env qu'on vient d'installer, on va importer load.env. Load.env, ça va simplement nous permettre de charger les variables d'environnement. Et donc, je peux exécuter la fonction load.env en dessous de mes imports. Et puis, pour récupérer le token, plutôt que le mettre en dur, on va dire token égale os.getEnv. Et j'avais appelé mon token Discord token. Et donc maintenant, ce qu'on va publier, c'est juste le contenu de ce fichier-là, dans lequel mon token ne se retrouve pas. Et sur le service d'hébergement qu'on va utiliser, on créera la variable d'environnement Discord token à qui on passera le token, mais à aucun moment le token se trouvera dans le code. Donc ça, c'était une première chose pour sécuriser le token, avoir un fichier .env qui contient nos variables d'environnement et les récupérer dans nos fichiers Python avec .env et os. Et maintenant, si je lance mon fichier start.py, ça fonctionne comme avant. On voit que mon bot se lance bien et mon bot passe bien en ligne. Maintenant qu'on a fait ça, on doit garder le bot en ligne tout le temps et les services gratuits qu'on va utiliser vont avoir tendance à couper un script qui n'est plus actif au bout d'un certain temps. Pour ça, on va utiliser une forme de hack qui est la méthode la plus populaire pour faire tourner son bot en permanence. Donc on va créer un petit serveur web à qui on va envoyer des requêtes toutes les quelques minutes pour que le bot soit pingé et ne se fasse jamais arrêter par le service qu'on utilise. Pour faire ce petit serveur web, on va installer Flask. Vous pouvez installer Flask avec la commande pip install Flask et puis créer un nouveau fichier. Ce nouveau fichier, on va l'appeler keepalive.py car son but, ça va être de garder notre bot en vie. Et dedans, depuis Flask, on va importer la classe Flask. On va aussi créer plusieurs threads qui tournent en parallèle en faisant from threading import thread. Et puis, on va créer une application Flask. On va faire une instance de la classe Flask à qui on passe une chaîne de caractères en paramètres. Et puis, on va créer une route. Je vais créer une route qui sera simplement /, donc la page d'index de mon site. Et dedans, on va créer une fonction, on peut l'appeler home, qui va retourner une chaîne de caractères qui dit le bot est en ligne. Ensuite, je vais créer une fonction run pour lancer le bot. Et cette fonction, simplement ce qu'elle fait, c'est elle lance notre app. Donc l'app, c'était l'instance de Flask qu'on avait créée. Et elle la lance sur 000 et sur le port 8080. Et ensuite, pour démarrer le serveur sur un thread séparé, pour que ça soit pas bloquant et qu'on puisse lancer notre bot et le serveur web en parallèle, on va faire def keep alive qui sera une fonction qui crée un thread qui va lancer le serveur web et puis qui commence ce thread. Maintenant qu'on a ce fichier et cette fonction keep alive, là où je lance mon bot,
juste avant de le lancer, je vais appeler la fonction keep alive et keep alive, je peux aller la chercher depuis from keep alive import keep alive. Maintenant, je vais déjà tester si ça fonctionne. Donc, je relance le terminal. Je vais lancer mon fichier start.py. Je vois que comme mes deux processus sont lancés en même temps, j'ai à moitié les logs de mon serveur Discord et à moitié les logs de Flask. Je vois que Flask me dit que mon serveur a été lancé sur toutes les adresses, sur le port 8080 et que je peux le visiter soit sur le localhost qui est 127.0.1, soit sur l'adresse au sein de mon réseau qui est 192.68.1.4. Je vais cliquer sur l'adresse de localhost et là je vois que sur mon navigateur j'ai une page qui me dit que mon bot est en ligne et le bot est en ligne, c'est ce qu'on avait défini sur la page d'index du serveur. Donc c'est tout pour ce hack. Maintenant grâce à ça on va pouvoir passer notre bot en ligne et puis on va le pinguer avec encore un autre service et on voit ça tout de suite ensemble. Donc la solution en cette fin d'année 2024 la plus populaire pour héberger des bots Discord gratuitement en ligne, c'est d'utiliser le site render.com. Donc je vais me rendre sur render.com et puis créer un compte. Je vais remplir ça. Ensuite, j'appuie sur continue sur Render et là, je vais créer un nouveau service web en allant en haut à droite dans New et puis Web Service. Et là, on me propose d'importer mes fichiers depuis un provider Git au choix, GitHub, GitLab et Bitbucket. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser GitHub. Je vous invite à vous rendre sur GitHub et puis créer un compte. Et moi, j'ai déjà tous les fichiers de mon bot sur un dépôt GitHub. Mais si vous n'en avez pas, créez un compte GitHub. Et puis une fois que vous êtes connecté, vous pouvez cliquer sur le bouton vert New, donner un nom au dépôt dans lequel vous allez mettre vos fichiers de code. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Par exemple, bot Discord. Vous pouvez garder ce dépôt privé et puis cliquer sur Create Repository. Là, vous arriverez sur cette page et vous pouvez soit utiliser Git si vous savez comment faire, ou bien vous pouvez cliquer sur Get Started by Creating a New File si vous voulez créer un nouveau fichier. Et dedans, vous pouvez lui donner un nom et puis coller le contenu du fichier. Ou bien, vous pouvez uploader des fichiers en cliquant ici et puis en glissant-déposant dans cet encart ou bien en choisissant sur Choose Your Files. Vous pouvez importer tous vos fichiers de bot. Faites attention à ce que dans ces fichiers de bot, il n'y ait pas votre token en clair et que vous avez bien utilisé une variable d'environnement. Donc, faites attention à bien garder votre token privé. Quand vous avez tout ça, donc, vous devriez vous retrouver sur une page qui ressemble à ça avec vos différents fichiers de bot. Mais il manque une dernière chose pour savoir au service d'hébergement comment se comporter, c'est quel module on a installé pour que le service Python puisse le récupérer. Pour ça, vous pouvez vous rendre dans le terminal, couper votre bot ou votre serveur s'il tourne toujours, et puis avec pip, on va pouvoir voir quels sont tous les packages qui sont déjà installés en faisant pip freeze. Là, on voit que dans mon projet, j'ai tous ces modules Python qui sont installés. Par convention, on utilise un fichier qui s'appelle le fichier requirements, et pour créer un fichier requirements.txt depuis la commande pip, on peut faire pip freeze et puis chevron vers la droite pour rediriger l'output de la commande vers un fichier. Et ce fichier s'appelle requirements.txt. Maintenant, j'ai un nouveau fichier requirements.txt qui existe avec l'output de la commande pip freeze. Je vais donc aller sur GitHub, dire que je veux créer un nouveau fichier. Je vais copier le contenu de mon fichier requirements et le coller dans la zone de texte. Et puis donner un nom à mon fichier qui est requirements.txt. Et puis je vais commit les changements. Maintenant, j'ai bien un fichier requirements qui contient tous les modules Python que j'ai installés. Et je vais pouvoir continuer sur Render. Donc sur Render, j'étais dans New et puis Web Service. Et là, vous pouvez vous connecter avec GitHub. Vous aurez une fenêtre qui se lance. Vous pouvez choisir comment vous voulez lier votre compte Render avec GitHub. Donc, je vais connecter Render au compte dans lequel j'ai mes fichiers de bot Discord. Vous pouvez aussi choisir de sélectionner seulement quelques dépôts. Là, je vais par exemple faire ça et choisir mon dépôt qui est apprendre discord.py, là où j'ai mes fichiers de bot. Et puis, je vais faire installer. Ensuite, vous verrez votre dépôt dans la liste des codes sources auxquels Render a accès. Vous pouvez choisir le dépôt qui vous intéresse. Et là, vous arriverez sur une page de configuration. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Moi, je vais garder le nom de mon dépôt GitHub. Le langage, c'est bien Python 3. La branche, c'est bien l'unique branche qu'il y a, la branche principale, la branche main. La région qu'on veut, on va choisir la région la plus proche. Moi, je vais choisir Francfort en Europe centrale. Pour le root directory, on peut laisser ça comme ça. Donc, pour la commande build, il faut bien que vous ayez un fichier qui s'appelle requirements.txt
.txt comme on vient de générer, et puis la commande pour lancer, on va dire Python, et puis mon fichier qui lançait le bot c'était start.py, c'était ce fichier-ci. Donc je faisais comme je tapais dans mon terminal Python start.py. On va choisir une instance de type gratuite et puis on arrive aux variables d'environnement. Là, on va recréer la variable d'environnement qu'on a ici, qui est Discord token et qui a comme valeur mon token. Et donc voilà tout l'intérêt d'avoir des variables d'environnement qui sont protégées. Là, j'ai pu mettre le code mais pas le fichier .env sur GitHub. Donc j'ai jamais publié mon token sur GitHub et j'ai pu juste le mettre dans la configuration de render.com. Comme ça, je vais pouvoir garder mon token privé. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire deploy web service. Et puis après quelques secondes, je vois que j'ai un terminal qui se lance et qui installe tout ce dont il a besoin, donc .env, discord.py, Flask et le reste. Et donc pour le moment, mon bot est hors ligne. Et si tout se passe bien, quand il a fini de déployer mon serveur web, le bot devrait passer en ligne. Et maintenant, mon bot est bien passé en ligne. On voit que la commande a été lancée. Et donc là, je peux utiliser la commande roll par exemple, qui lançait un dé et qui me donnait un résultat entre 1 et 6. Et je vois que mon bot me répond bien, alors qu'il ne tourne pas sur ma machine, il tourne en ligne. Maintenant, ça fonctionne bien. On a pu héberger notre bot en ligne gratuitement, mais il nous manque une dernière chose. Et cette dernière chose, c'est de pinguer mon bot régulièrement pour que, en cas d'inactivité, Render ne coupe pas le service web. Pour ça, il y a plusieurs services gratuits, comme Uptime Robot par exemple. Vous pouvez donc vous rendre sur uptimerobot.com et puis vous enregistrer gratuitement. Là encore une fois, rentrez vos informations. Moi je vais me connecter. Là j'arrive sur un panneau de configuration qui me demande quelle URL je veux monitorer. L'URL que je veux monitorer, c'est celle que je trouve sur Render, qui est le nom de mon dépôt.onrender.com et qui est donc mon service web qui dit le bot est en ligne. Je peux copier cette URL et demander à Uptime Robot de monitorer cette URL là. Je vais créer un moniteur. Là, vous pouvez vous dire d'aller sur le dashboard directement. Et Uptime Robot va donc pinguer mon site qui est un des threads du bot. Il va pinguer ce site toutes les 5 minutes pour voir s'il est bien en ligne. Et avec ça, on a un système qui va faire en sorte que le bot ne passe jamais en ligne. Et voilà, vous savez maintenant comment passer un bot Discord avec discord.py gratuitement en ligne grâce au service render.com. Et puis pour éviter qu'il ne passe hors ligne, vous savez aussi comment le pinguer régulièrement toutes les 5 minutes pour faire en sorte que render.com ne l'arrête jamais. Si vous avez aimé mettre en ligne votre bot Discord, vous aimerez aussi sûrement cette vidéo dans laquelle vous allez apprendre un autre concept de programmation.